Merci Pierre Tournier. Je vais me demander maintenant à Monsieur Robert Badinter de prononcer son allocution et le remercier bien entendu d'être présent avec nous aujourd'hui. L'initiative du premier congrès mondial contre la peine de mort est partie de France et je pense que une des personnes la personne qui incarne le combat abolitionniste en France, Robert Badinter, se devait d'être présent avec nous. Et je le remercie au nom de tout le monde. Et merci à mon tour pour ces propos d'accueil, tout particulièrement pour ce qu'a dit Pierre Tournier. Ce faisant et se reprojetant en arrière, il m'a évité la tentation que Winston Churchill dénonçait comme le piège du notable vieillissant, confondre ses souvenirs et son propos. Je voudrais, avant de commencer, remercier absolument pour cette grande réunion qui marque, j'en suis sûr, un moment important dans l'histoire de l'abolition universelle, ce premier congrès mondial contre la peine de mort, tous ceux qui l'ont organisé, et plus particulièrement, je les cite, mais je devrais en citer d'autres encore, Lord Russell Johnson, Madame la Présidente Fontaine, Monsieur Schwimmer et bien entendu Monsieur Michel Taube, dont je dois dire le talent d'organisateur et l'activisme inlassable a permis cette réunion. C'est un homme qui réunit la conviction et l'action. J'ai évoqué il y a un instant le passé, déjà lointain. Il n'a de sens ici que pour mieux prendre la mesure des progrès considérables qui ont été réalisés par la grande cause de l'abolition de la peine de mort. Je rappellerai simplement qu'en 1948, lorsque l'on a proclamé à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y avait dans le monde que 19 États abolitionnistes. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale en 1981, il y a 20 ans de cela, la France était le 35e État à abolir la peine de mort. Depuis lors, sur la scène européenne, le 6e protocole, que chacun connaît, à la Convention européenne des droits de l'homme, a été adopté en 1983 par le Conseil de l'Europe. Et nous savons tous qu'il interdit le recours à la peine de mort, au moins en temps de paix. La ratification de ce protocole, instrument essentiel, est devenue une condition d'admission au Conseil de l'Europe pour tous les États candidats. Et je n'ai pas besoin de rappeler qu'il en va de même au premier chef pour l'Union européenne. Ainsi a été consacré le principe en Europe que la démocratie fondée sur les droits de l'homme est incompatible avec la peine de mort. Aujourd'hui, tous les États européens ont ratifié le 6e protocole, à l'exception, nous le savons, de la Turquie, de la Russie et de la République yougoslave, la Serbie. Celle-ci, d'après les indications que nous avons, devrait le faire bientôt. La Turquie, nous avons entendu à cet égard un éloquent intervenant, a cessé les exécutions. Nous souhaitons qu'elle aille au-delà. La Russie a signé, nous le savons, le 6e protocole, mais ne l'a pas encore ratifié. Il n'y a plus d'exécution depuis 1997, mais la Russie, très grande puissance mondiale et européenne, n'a pas encore procédé à la ratification. Et je souhaite vivement, en notre nom à tous, que motion soit prise pour inviter les autorités russes à ratifier sans plus attendre
le 6e protocole annexe à la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons donc maintenant une Europe sous le drapeau de la Convention européenne des droits de l'homme de sauvegarde, qui est désormais un continent libéré de la peine de mort. Ça mérite qu'on s'y arrête un instant, parce que l'Europe a été un continent, et notamment au siècle dernier, ravagé par la guerre, déshonoré par la plus atroce barbarie, et que ainsi, en Europe, au terme du siècle dernier, la conscience morale l'a emporté sur la violence mortelle. Et l'Europe a proclamé solennellement le principe du droit inconditionnel à la vie de tout être humain dans la cité des hommes libres. Je tiens à rendre grâce à cet instant à tous ceux qui ont œuvré au Conseil de l'Europe, aussi dans la communauté européenne, hommes d'État, écrivains, intellectuels, publicistes, militants des droits de l'homme, pour que le 6e protocole voie le jour et soit ratifié. Je rappelle ici, à cet égard, le souvenir de deux grands artisans de cette entreprise, M. Broda, qui fut un grand ministre de la Justice pendant 18 ans de la République d'Autriche, et M. Karl Lidbom, qui a joué un grand rôle au sein du Conseil de l'Europe. Grâce à eux tous, le vœu de Victor Hugo, nous entrons dans le centenaire de la commémoration du bicentenaire de sa naissance, grâce à eux, le vœu de Victor Hugo, qui était à la fois un grand Européen et un grand abolitionniste, s'est réalisé: l'abolition pure, simple, définitive. Et la Charte des droits fondamentaux, qui constitue le socle moral de l'Union européenne, proclame dans son article 2 « Toute personne a droit à la vie, nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté ». Le mouvement qui conduit ainsi vers l'abolition universelle ne s'est pas limité à notre continent. Aujourd'hui, on l'a rappelé, sur les 189 États membres des Nations Unies, 108 sont abolitionnistes. L'abolition est devenue majoritaire dans le monde. Et les conventions, les déclarations internationales interdisant le recours à la peine de mort se sont multipliées. Je me garderai de les citer tous, je rappellerai simplement le second protocole additionnel au pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 89, le protocole à la Convention américaine des droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort, 90, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que les déclarations des ministres du Conseil de l'Europe. Et alors, à cet instant, je reviens par la pensée en arrière, et je me dis, qui eût cru, il y a 30 ans, et même 20 ans, même parmi les plus convaincus d'entre nous, à pareil succès. Alors, au regard de telles avancées, la marche vers l'abolition universelle paraît irrésistible, et sa victoire est certaine. La seule question, mais essentielle, qui se pose à nous tous est quand ? Quand aura entièrement disparu de ce monde l'abominable peine de mort ? Et chacun, face au chemin qui reste encore à parcourir, pointe du doigt sur la carte du monde ces grandes taches noires qui marquent les États qui recourent encore à la peine capitale
et particulièrement, mais non exclusivement, particulièrement ceux qui commettent à eux seuls près de 90% des exécutions dans le monde, la Chine, l'Arabie saoudite, l'Iran, les États-Unis. S'agissant d'abord de la Chine, il faut le rappeler avec force dans toute enceinte internationale. Il n'est aucun État au monde qui pratique aujourd'hui la peine de mort avec autant d'intensité que la République de Chine. Aujourd'hui, on exécute plus d'êtres humains en Chine que dans le reste du monde. Je citerai le rapport d'Amnesty International pour l'année 2000. D'après les informations limitées et incomplètes dont disposait Amnesty International à la fin de l'année, au moins 1000 personnes ont été exécutées en 2000. Ces chiffres ne représentent vraisemblablement qu'une fraction des chiffres réels, car les statistiques concernant la peine de mort demeurent un secret d'État en Chine. Depuis lors, nous savons que les autorités chinoises se sont lancées dans une nouvelle campagne frappe fort, d'une intensité inouïe, de mise en œuvre de la peine de mort. Criminels de sang, mais aussi simples délinquants, responsables politiques accusés de corruption, c'est par centaines depuis le début de l'année que les condamnés ont été exécutés. En avril, en une seule journée, 89 prisonniers ont été fusillés et au pays des neiges, dans le Tibet opprimé, il y a quelques jours de cela, 7 Tibétains, au mépris de ce vœu constamment rappelé par Sa Sainteté le Dalai Lama, 7 Tibétains ont été condamnés à la peine capitale et exécutés. S'agissant de ces décisions, Amnesty International rappelle que de nombreux condamnés à mort ont été reconnus coupables à partir d'éléments de preuve litigieux, d'aveux, entre guillemets, extorqués sous la torture, par exemple. Et il est vrai que les procès se déroulent souvent dans les ténèbres judiciaires. En revanche, les exécutions, elles, sont pratiquées en public, avec un déploiement spectaculaire qui rappelle les supplices pratiqués jadis. Alors, à l'heure où la République populaire de Chine ne cesse de proclamer sa volonté d'être considérée comme un État respectueux des droits de l'homme, à l'heure où, sans cesse, elle entend, et ses partenaires internationaux aussi, dont de nombreuses grandes et riches démocraties, intensifier ses échanges économiques ou culturels, à l'heure où elle demande son admission à l'OMC ou lorsqu'elle souhaite accueillir les Jeux olympiques en 2008, je pense qu'il convient en toutes circonstances de rappeler haut et fort, et non pas à voix basse à la fin d'un entretien, haut et fort, aux autorités chinoises que les droits de l'homme sont universels et indivisibles, et que s'agissant du premier des droits de l'homme, le droit de tout être humain au respect de sa vie, il ne saurait y avoir d'exception chinoise, pas plus d'ailleurs qu'aucune autre. Seul un moratoire immédiat sur les exécutions, puis sur les condamnations à mort, précédant la nécessaire abolition, témoignera
effectivement de la volonté de la Chine de mettre en harmonie ses déclarations répétées de respect des droits de l'homme et une pratique judiciaire plus souillée de sang aujourd'hui qu'aucune autre dans le monde. Les États islamistes, Iran, Arabie saoudite que j'ai évoqué, il y en a d'autres, qui recourent assidûment à la peine capitale, se réfèrent volontiers pour la justifier à la loi coranique et à la charia. Il y a là, de la part de ces régimes, une évidente volonté de masquer sous le voile de la religiosité une pratique barbare. J'ai interrogé à ce sujet des autorités spirituelles de l'islam qui ont le privilège de vivre dans des démocraties respectueuses de la liberté religieuse de chacun. Leur réponse a été sans détour. Message de paix et de fraternité. Le Coran, comme les livres sacrés des autres grandes religions, ne considère pas la peine de mort comme un devoir de justice. C'est par un pur dévoiement du message de ces religions que certains transforment ainsi la parole divine en décret de mort. Ils n'hésitent point, pour justifier le sang qu'ils font verser, à invoquer le nom sacré d'un Dieu qui, par essence, est porteur d'amour et de pardon. Et par là, ces intégristes de la peine de mort s'avèrent plus sacrilèges que religieux. En vérité, les États qu'ils gouvernent sont soumis à des régimes totalitaires qui imposent une idéologie officielle, politique et religieuse. Or, nous savons tous qu'entre dictature et peine de mort, il existe des liens indissolubles. Toutes les dictatures pratiquent la peine capitale parce qu'elle est l'expression ultime du pouvoir absolu que s'arrogent les maîtres de l'État sur leurs sujets. À la lumière blême de la dictature, la peine de mort révèle ses véritables traits. Elle est totalitaire par essence. Au regard de ces réalités, la question de la peine de mort aux États-Unis revêt toute sa portée. Les États-Unis sont une vieille et grande démocratie, la première puissance du monde, et se considère volontiers comme modèle culturel dominant. Je rappelle qu'il existe aujourd'hui 12 États abolitionnistes aux États-Unis. J'indique d'ailleurs que la courbe de la criminalité sanglante y connaît une évolution sensiblement moins inquiétante que celle des États qui recourent le plus intensément aux exécutions capitales. J'évoquerai le Texas, la Virginie ou la Floride, par exemple. Alors la question se pose. Si l'abolition est le propre de toute démocratie respectueuse des droits de l'homme, comment expliquer que les États-Unis s'inscrivent dans le premier cercle des États qui recourent à la peine de mort? Et comment, à regarder son étrange compagnonnage avec la Chine, l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, comment ne pas s'interroger, mais qu'ont les États-Unis en commun avec ces États totalitaires et fanatiques? Rien, hormis la peine de mort. Alors pourquoi est-elle présente aux États-Unis, seule grande démocratie occidentale aujourd'hui où elle soit en usage?
je tiens à le dire, poser cette question n'a rien d'inamical. Inviter les États-Unis à se libérer à leur tour complètement de la peine de mort, ce n'est pas s'ingérer dans ses affaires intérieures. Et en particulier dans l'enceinte où nous sommes, le souvenir me revient aisément de la décennie 70-80, lorsque c'était le dernier État de la communauté européenne à exécuter des condamnés. Au Conseil de l'Europe, au Parlement européen, dans les congrès des organisations humanitaires, tous nos amis s'étonnaient de ce que la France, patrie des droits de l'homme, ne puisse ainsi se déprendre de la guillotine. Et ils nous invitaient, en termes volontiers vifs, à abolir sans tarder ce supplice cruel et dégradant. Eh bien, il n'y avait dans leurs propos aucune hostilité, simplement le rappel amical et nécessaire des obligations morales qui incombent à tout État démocratique, et je dirais particulièrement lorsque cet État a choisi d'assumer un rôle éminent dans le combat pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, il est vrai qu'à considérer les 3700 condamnés hors de la mort pendant des années, traitement inhumain, cruel et dégradant, et condamnés comme tels par la Cour européenne des droits de l'homme, je le rappelle. Quand on dénombre les exécutions pratiquées, plus de 700 depuis 1976, près d'une centaine en 1999, guère moins en 2000, 37 depuis le début de l'année. Quand on écoute les déclarations des principaux responsables politiques des États-Unis et qu'on mesure leur comportement dans leurs fonctions antérieures, on peut penser, hélas, que la peine de mort est bien ancrée aux États-Unis et qu'elle demeurera là comme un obstacle insurmontable pour l'abolition universelle. Eh bien, je le dis hautement, ma conviction est tout autre. Non pas par une sorte d'aveuglement qui serait inspiré par ma foi abolitionniste, mais parce que, comme dans toute démocratie, la peine de mort, telle qu'elle s'inscrit dans la pratique judiciaire américaine, est incompatible avec la conception de la justice dont se réclament si hautement les États-Unis. Rien ne peut en effet empêcher que tous les poisons que charrient les sociétés contemporaines, et notamment la société américaine, se retrouvent dans la pratique judiciaire de la peine de mort. L'inégalité sociale d'abord, car qui hante les cellules des condamnés à mort, sinon les enfants des couches sociales les plus déshéritées, tous ceux qui sont issus des ghettos de la société américaine. L'inégalité devant la justice, ensuite, car que reste-t-il du principe fondamental du procès équitable, de l'égalité des armes si souvent rappelée entre accusation et défense, quand on trouve d'un côté un procureur élu, puissamment motivé, souvent par ses engagements politiques, disposant de toutes les forces de la police et des moyens scientifiques et techniques considérables, alors que de l'autre côté, du côté de l'accusé, le plus souvent impécunieux, la défense est assurée par des avocats commis d'office, trop souvent mal rompus à la complexité des audiences criminelles, mal payés et parfois, hélas, peu motivés. Qu'on regarde
Les résultats de l'enquête exhaustive menée par l'Université de Columbia sur 5760 dossiers de condamnation à mort prononcés aux États-Unis pendant près de 20 ans. Dans 68% des cas, le procès et la condamnation prononcée étaient entachés de violations graves des droits de la défense, d'irrégularités majeures de la procédure ou de manquements caractérisés des avocats à leur mission de défense. Et puis, comment ne pas s'indigner et protester hautement lorsqu'on constate qu'au mépris des principes inscrits dans le pacte international sur les droits civils et politiques des Nations unies et dans la Convention des droits de l'enfant et dans la Convention américaine des droits de l'homme, on exécute aux États-Unis ce qu'on appelle des mineurs criminels, c'est-à-dire des condamnés à mort pour des crimes commis alors qu'ils étaient encore mineurs, et ce, en plus grand nombre que dans tout autre pays. Même la Chine a renoncé à cette pratique depuis 3 ans. Et comment ne pas s'indigner quand, dans la plus grande démocratie du monde, au mépris de la plus simple humanité, on condamne à mort et on exécute des débiles mentaux. J'ajouterai qu'à l'inégalité sociale, à l'irrégularité des procès, à l'exécution des mineurs et des handicapés mentaux, s'ajoute l'inévitable poison du racisme, les précautions juridiques, les procédures de sélection des jurés sur lesquelles d'ailleurs on peut s'interroger, ne pourront jamais interdire cette inévitable perversion de la justice. Tous les préjugés racistes, toutes les haines raciales refoulées sont comme libérées par l'horreur du crime jugé et trouvent dans les verdicts l'occasion privilégiée de s'exercer. À simplement considérer l'origine ethnique des condamnés à mort, l'interrogation se lève irrésistible. Ont-ils été condamnés à mort parce que leurs crimes étaient plus atroces, ou bien parce qu'ils sont blacks ou hispaniques? Cette seule question, ce seul constat, commande d'interdire la peine de mort dans toute démocratie, comme on l'a fait en Afrique du Sud. Et puis reste l'inévitable erreur judiciaire. Depuis 1976, 86 condamnés à mort ont été innocentés après des années, des décennies parfois passées dans le couloir de la mort, et parfois même immédiatement avant leur exécution. Si le gouverneur Ryan de l'Illinois, républicain et ami de la famille du président Bush, a ordonné un moratoire si significatif sur les exécutions, c'est que des enquêtes précises avaient établi que 12 condamnés à mort dans l'État se trouvaient être innocents. Alors, combien ont été exécutés depuis 1977, dont nul, jamais, ne demandera plus la révision du procès? Aujourd'hui, certains grands leaders politiques américains, notamment au cours de la campagne électorale, se sont déclarés favorables à la peine de mort, à condition, soulignait-il, qu'elle ne frappe jamais des innocents. Autant prétendre résoudre la quadrature du cercle, autant espérer que la nuit devienne le jour. Je veux bien croire que les progrès de l'expertise scientifique, le recours généralisé aux tests d'ADN permettront peut-être d'innocenter plus souvent un accusé, voire de sauver un condamné. Mais tous les crimes ne laissent pas des indices qui permettent de recourir à l'ADN, et surtout,
on pourra multiplier les procédures, accroître des garanties juridiques. L'erreur judiciaire n'en demeurera pas moins inhérente à la justice des hommes, parce que celle-ci est par essence faillible. Or, l'exécution de l'innocent est le crime absolu, parce qu'elle est pratiquée en notre nom à tous et au nom de la justice, et qu'elle est l'injustice suprême. Alors, à cet instant, nous sommes ici rassemblés, et venus, on peut le constater, de tant d'horizons différents, mais unis par une conviction commune, nous devons prendre un engagement solennel, celui de lutter ensemble, à travers les frontières et les continents, pour parvenir à l'abolition universelle de la peine de mort. Le droit au respect de sa vie est le premier des droits de tout être humain. C'est ce droit, absolu et intangible, qui fonde d'ailleurs à la fois le châtiment de l'assassin et l'abolition de la peine de mort. Il n'est aucun, je dis bien aucun abolitionniste, aucun d'entre nous, qui ne ressente avec émotion le malheur et les souffrances des victimes et de leurs familles. Et moi-même, j'ai eu trop souvent l'occasion dans ma vie d'en mesurer, d'en ressentir l'intensité. Mais nous savons tous que le châtiment du coupable ne se confond pas avec sa mise à mort et que la justice ne saurait se confondre avec la vengeance. Comme tous les droits de l'homme, le droit au respect de sa vie est universel et indivisible. Notre combat commun contre la peine de mort ne cessera donc que lorsque le dernier des États qui la pratiquent encore aura enfin aboli. Alors, mais seulement alors, nous aurons rempli notre devoir. Alors, et seulement alors, nous aurons fait triompher la juste cause que nous soutenons. Il ne peut y avoir de justice qui tue. Voilà le commandement absolu. Il ne peut y avoir de justice qui tue sans se renier elle-même, et c'est pourquoi la cause de l'abolition ne cessera de progresser jusqu'à sa totale victoire, parce qu'elle est celle de l'humanité et aussi celle de la justice. Si vous le permettez,